très content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 de la saison 2 de Loki et j'ai mis un peu plus de temps pour sortir cette vidéo, normalement elle sort le matin, mais je l'ai vue hier soir et j'avoue que j'avais besoin de prendre un peu de temps, j'avais besoin de le revoir une deuxième fois le lendemain pour vraiment réussir à savoir ce que j'en pensais parce que clairement j'étais un peu plus partagé sur cet épisode-là. Je vous expliquerai en deuxième partie de vidéo pourquoi, quels sont les points que j'ai trouvés personnellement plutôt négatifs dans l'épisode. Il y a aussi des très bons points, bien évidemment. Mais donc, voilà. Alors, je le répète, hein, ça va être full spoiler. Voilà. Toutes les reviews maintenant sont full spoiler, parce que je me dis que si vous les regardez, c'est que vous avez déjà vu la série, ou que vous vous en foutez complètement. Donc, on commence l'épisode. Alors, on remarque déjà que le thème, pour le coup, est très différent quand il y a le logo Marvel qui apparaît. Donc, c'est une version très old school. On voit que ça a l'air d'être joué, c'est certainement joué d'ailleurs sur ces vieux pianos de saloon, qui sont des pianos assez hauts comme ça. Donc, ouais, clairement, c'est joué sur ce genre d'instrument. On voit qu'on est à Boston en 1868 sur la timeline sacrée et on voit Renslayer qui sort d'un portail et donc elle a l'air surprise en mode mais ça peut pas être le bon endroit, où est-ce qu'il est. On se doute un peu qui elle doit chercher. Il y a Miss Minute qui est là. Donc on voit en Miss Minute vraiment, c'est confirmé, hein, qu'il y a vraiment une présence physique. Elle n'est pas juste un hologramme, elle peut vraiment toucher les objets, voilà. Et du coup, elle va changer, à cause d'une petite remarque de Ravonna, elle va changer d'apparence, et du coup, elle devient vraiment une espèce de personnage qui pourrait sortir de Cuphead, ce jeu vidéo assez récent, si vous connaissez. En gros, vraiment très inspiré des dessins animés à la Fletcher, des dessins animés vraiment old school comme ça. Et on apprend que Renslayer doit déposer un paquet qu'elle a ramené avec elle à une fenêtre, et que c'est le plan de celui qui demeure. Et en plus, il y a un moment, c'est intéressant, il y a un moment où Miss Minute, en parlant de celui qui demeure, dit quand il reviendra. Donc, même s'il est mort, et Renslayer apprend d'ailleurs la mort de celui qui demeure, mais Miss Minute dit quand il reviendra. Et donc, elle va déposer ce paquet, on voit un gamin, bon, on devine tout de suite qu'il s'agit de Victor Timely. Au début, je pensais qu'il était déjà en train de mener des expériences, et en fait, non, en regardant bien, je pense il doit survivre en fabriquant des bougies. Si vous regardez partout chez lui, en fait, on voit des bougies accrochées. Et effectivement, ces moules, en fait, il doit verser de la cire pour justement fabriquer des bougies. Ça doit être des trucs qu'il revend après pour pouvoir subsister. Et on découvre que dans le manuel se trouve le manuel de la TVA, le manuel qui a été écrit par Ouroboros. C'est un truc, on en parlera dans la deuxième partie, qui me pose un souci. On en parlera tout à l'heure. On a le générique donc de l'épisode, dans une version plus épique. D'ailleurs, on voit que l'orchestration est différente, c'est un générique qui est assez différent du coup de celui qu'on a d'habitude. On retrouve à la TV, du coup, Ouroboros, Mobius, tout ça, et comme on l'avait dit, on se rend compte qu'en fait, les actions de Dux leur ont fait gagner du temps. Au final, ça leur a vraiment rendu service. Et là, le problème, c'est que les branches qui avaient été justement prunées par Dux et ses fidèles sont en train de se recréer. Et donc, du coup, la surcharge en énergie est en train de se reproduire. Et c'est justement ce qu'il faut empêcher. Donc, est-ce qu'on va en arriver à un moment où les personnages devront eux-mêmes aller pruner des timelines? Non, je pense pas. Mais, voilà, Dox qui était présenté comme un vilain, pour le coup, au final, elle a rendu service. En fait, ce qu'elle a fait a aidé. Donc, c'est tout ce côté un peu ambigu que j'aime beaucoup dans la série. Les choses sont pas si simples que ça, ne sont pas manichéennes. Et donc voilà, on va expliquer qu'il leur faut Miss Minute en fait. S'ils n'ont pas celui qui a construit la TVA pour pouvoir ouvrir les portes, le seul autre moyen, c'est Miss Minute. Et pour pouvoir retrouver Miss Minute, ils ont besoin de retrouver Renslayer, vu qu'ils savent que les deux sont de mèche. Et ils ont repéré Renslayer en 68 à Chicago, mais aussi en 93. Et du coup, ils vont déjà en 68. Alors, on voit qu'ils sont devant la fenêtre en plus, mais évidemment, ils n'ont pas le moyen de savoir. Du coup, ils passent directement en 93, et là, ils ont la surprise. Ils découvrent que c'est la foire internationale de Chicago. Ce qui est vrai. Il y avait vraiment la foire internationale de Chicago en 1893, et comme le dit Mobius, ce qu'on appelait la ville blanche, parce que du coup, ils avaient construit des grands bâtiments justement très blancs sur des grandes surfaces.
Et on a un petit gamin qui passe en parlant de... donc qui vend des journaux, et qui va parler de la pendule fantôme qui hante la foire. Ce qui forcément va attirer leur attention. Mais alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs, pour le coup, easter eggs dans ce journal. Déjà dans ce qu'il dit, et on le voit dans le journal, il parle de la Liberty Bells, qui sera prête pour le 4 juillet. Et il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, l'ancienne Liberty Bells avait été fendue. Et du coup, on ne pouvait plus s'en servir. Donc, effectivement, une autre avait été commandée. Sauf que, spoiler, cet article ment. Parce qu'au final, elle n'a pas été finie à temps. Elle n'a pas été finie à temps. Elle n'était pas prête pour le 4 juillet. Et du coup, ils l'ont eu qu'au mois d'août. Donc voilà, petite anecdote historique. Mais c'est sympa, ça j'adore, voir que vraiment ils ont fait des recherches. Voilà, on voit que c'est vraiment... c'est intelligent, c'est bien foutu. Vraiment, ils ont été faire des grosses recherches sur plein de choses, plein d'événements. Et d'ailleurs, c'est dans le même journal de mémoire où on va nous parler aussi. Et d'ailleurs, Mobius le cite quand il arrive. Il donne des noms comme ça par rapport à des choses qui se passent en 93. Et il parle d'un certain H.H. Holmes. H.H. Holmes, c'est qui? C'est celui qui est considéré comme le premier tueur en série américain. Et d'ailleurs, quand on voit le journal, sur la droite, il y a un petit article, et en fait, ça montre ce qui s'appelle le Château des Meurtres, qui est en fait un bâtiment qui avait été construit par H.H. Holmes. Donc c'est assez sombre ce truc. C'est vraiment de la petite référence. Et d'ailleurs, il y a une série qui est prévue, alors qu'il y a beaucoup de problèmes en termes de production, mais il y a une série qui doit normalement être produite par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, qui est sur le projet aussi. Mais donc ce bâtiment qu'on voit, justement sur le journal, il y a beaucoup de légendes par rapport à ce bâtiment. En fait, c'est une longue histoire. À la limite, on en parlera plus mercredi, quand je ferai la review live, où là vraiment on rentrera dans tous les détails de l'épisode. Mais en gros, pour vous expliquer, en fait donc effectivement c'est un des premiers tueurs en série, enfin c'est le premier, considéré comme le premier, H.H. Holmes. Et en fait un jour en passant dans une rue de cette ville, il voit une pharmacie qui était tenue par la femme d'un médecin, parce que lui avait un cancer à ce moment-là. Il a réussi à se faire embaucher. Et au bout de quelques mois, il était devenu tellement apprécié en fait dans la boutique que Madame Bolton, lui, quand elle s'est retirée, en fait, lui a revendu la pharmacie. Sauf que quelques temps plus tard, elle avait porté plainte parce qu'il ne payait pas les traites et elle a disparu. On n'en sait pas plus. Elle a disparu. Lui racontait qu'elle était partie en Californie s'installer là-haut, sans laisser de lettres ni rien. Et il a fait construire juste en face de cette pharmacie un bâtiment. D'abord 2 étages, il a rajouté un 3e plus tard qui n'a jamais été fini, je crois. Et il y a beaucoup de légendes qui courent dessus. On peut même trouver des plans qui circulent, qui racontent qu'en fait l'étage c'était des pièces avec des pièges, des portes piégées, des pièces, un espèce de labyrinthe, compagnie. C'est faux. Ça c'est de la légende par contre. Mais voilà, effectivement, il avait fait construire ce bâtiment. Mais donc voilà, la référence pour le coup est assez intéressante. Juste après, on voit les statues de Odin, Thor et Baldur. On remarque qu'Odin, c'est vraiment Odin. Pour le coup, c'est vraiment le père adoptif de Loki. Thor, qui est un petit peu moins ressemblant. Et Baldur. Alors Baldur, je pense que ça peut être une référence au fait que normalement, au cas où vous ne le sauriez pas, normalement dans Multiverse of Madness, au sein des Illuminati, il devait y avoir Baldur le Brave, qui aurait été interprété enfin Baldur le Brave, je mélange l'anglais et le français, Baldur le Brave, qui aurait été interprété par Daniel Craig. Sauf que ça n'a pas été possible, à cause du Covid, tout ça, il n'a pas pu se déplacer, et c'est comme ça qu'ils ont remplacé en fait par John Krasinski en Mister Fantastic. Mais normalement, ça devait être Baldur, joué par Daniel Craig. Et du coup, voilà, c'est marrant de faire cette référence, avec un Loki, du coup, voilà, qui revoit sa famille, du coup, un peu d'une certaine manière. Et c'est là qu'ils vont voir l'affiche qui parle de Victor Timely. Évidemment, ils voient device, temporel, appareil temporel, machin, ils disent ouh, il y a un truc chelou. Et on va se retrouver du coup dans la scène post-crédit de Quantum Mania avec Mobius et Loki qui voient donc la présentation de Victor Timely, qui va faire tout un discours. On va en parler de Victor Timely pareil dans la deuxième partie. On va passer un petit moment dessus. Mais donc voilà, Loki qui est terrorisé par le fait de revoir forcément celui qui demeure, il le reconnaît évidemment directement. Et donc, comme je vous dis, il va faire cette présentation de cet appareil qui ressemble énormément au cœur temporel, sauf que ensuite, on va se rendre compte que tout ça c'est de l'arnaque. Que le mec, il y avait les 2 mecs qui
qui s'engueulaient pour savoir qui allait pouvoir leur acheter l'appareil. Sauf qu'en fait, celui qui enchérissait, c'était un complice à lui. Ça rappelle ce qui se fait très souvent, hein. C'est comme quand il y a les jeux de Bolto dans la rue, vous savez, où il faut retrouver la carte. Les mecs qui posent une table, faut retrouver une carte, machin, et on voit un type gagner, et en fait le mec fait partie c'est un de ses potes, pour en fait croire qu'on peut gagner à ce jeu. C'est un peu le même délire. Ça a permis de faire monter les enchères. On voit après qu'il lui glisse un petit billet justement. Ravonna qui va directement lui parler. On voit que tout de suite, Victor Timely, on voit qu'elle le laisse clairement pas indifférent. Et je vous rappelle que dans les comics, vraiment les deux, il y a une espèce de malédiction entre les deux. Alors c'est un retcon. En fait, depuis longtemps dans les comics, il y a cette histoire avec Ravonna Renslayer, mais par contre, il y a eu un retcon dans une nouvelle origin story qui est sortie il n'y a pas si longtemps en comics, qui veut qu'en fait, un Kang plus âgé avait ramené une version jeune de lui-même, Nathaniel Richards, dans la préhistoire, et il était tombé amoureux justement d'une femme, sauf que le Kang plus âgé la tue, et en fait, son essence se dispatche dans les époques, et du coup, elle va se réincarner à différents moments, mais il y a une espèce de malédiction qui fait qu'ils seront toujours, soit ils seront séparés, soit elle mourra, soit elle le trahira. Mais ils peuvent jamais vraiment être ensemble. On a ensuite toute une poursuite. Alors, il y a un côté très burlesque, vraiment. Ça se sent surtout dans la musique. Pas trop dans les actes, enfin, si un peu dans les gestes des acteurs, mais ça va pas au bout sur le côté burlesque avec vraiment des trucs qui tombent, des machins, enfin bon, ils vont pas jusqu'au bout là-dessus, mais on sent vraiment l'inspiration burlesque quand même un peu à la Buster Keaton et tout ça. Ils vont se retrouver coincés dans la grande roue avec Sylvie qui apparaît. Donc on se retrouve dans une cabine de grande roue avec Lucky, Victor Timely et Sylvie, Mobius et Ravonna qui eux sont à l'extérieur, donc ils vont se parler. On voit que bon, elle pour elle, ça y est, il n'y a plus moyen qu'ils bossent ensemble avec Mobius. Elle a carrément changé de bord. On voit qu'elle en a marre d'avoir sacrifié sa vie, ce qu'elle va dire plus tard, pour la TVA, sans en retirer quoi que ce soit. Et Loki et Sylvie. De toute façon, Sylvie avait prévenu. Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'elle avait dit dans l'épisode précédent, que si elle se retrouvait devant un variant, devant celui qui demeure ou devant un variant, elle le tuerait. Et effectivement, c'est ce qu'elle essaye de faire à ce moment-là. Mais bon, se passe des choses. Ils vont tous les deux, Loki et Sylvie, utiliser leur pouvoir et s'éjecter l'un dans l'autre. Sauf que Miss Minute, c'est le moment du coup où elle va faire diversion. Et c'est la scène qu'on voyait dans les trailers, où du coup elle va grandir, se transformer. En plus, elle change de forme, elle devient une espèce de fantôme. On dirait les fantômes de Pac-Man. Et ça va permettre à Ravonna et Victor Timely de s'enfuir. Et ils vont aller chez Victor Timely. Alors on va découvrir que c'est pas vraiment chez lui du coup, parce qu'il a son laboratoire qui est ailleurs. Donc voilà, il va présenter un peu ses inventions, siège frigorifique, ainsi de suite, machin. On sent que les deux ont l'air de se rapprocher un petit peu. Et on va voir cet échange qui est intéressant, où elle lui dit que ça doit le choquer d'apprendre tout ça sur la TVA, sur le fait que c'est lui qui va créer la TVA. Mais on voit que non. On voit que même en tant que variant, mais ça le truc de variant, il va falloir qu'on en parle aussi. Pareil en deuxième partie. Mais du coup, en gros, on voit qu'il a quand même ça en lui. Le côté, non, c'est ce que je m'imaginais, c'est ce que j'espérais être vrai. Et en fait, tout ça, en gros, confirme ce que je pensais être. Donc on voit qu'il y a ce côté quand même qu'il a en lui. Et donc voilà, pareil, ça vient toquer à la porte. Ça repart en petite poursuite. Ils vont aller prendre le bateau. Et c'est là que Timely va découvrir que c'est Ravonna qui lui avait donné le guide. Mais Miss Minute, qui a un caractère de merde, qui lui, tu lui as donné comme un postier donne le courrier en fait. Et là où au début elle était souriante, Miss Minute, c'est le moment où vraiment on commence à la voir vriller, où du coup, quand elle sent que les deux se rapprochent, on la voit sur le côté qui fronce les sourcils, qui a l'air jalouse. Et Victor va parler de son multiplicateur de débit, qui est donc l'appareil qui peut sauver la situation, donc ça va être très important. Et par contre, il y a un moment, et pareil, ça fait référence à un truc qui avait été dit avant, rappelez-vous, Timely, à un moment, après la présentation de sa machine, dit en gros qu'il ne veut pas de partenaire, il ne veut pas de partenariat. Et justement, elle va faire l'erreur de lui dire qu'elle tient beaucoup, qu'elle attend beaucoup de ce partenariat. Ce qui va permettre à Miss Minute de retourner le cerveau de Victor Timely, et pendant que Ravonna dort, ils vont se débarrasser d'elle en lâchant le radeau de survie, et ils vont la laisser sur place. On va découvrir des trucs. Donc on a Miss Minute qui va révéler certaines choses. Donc on apprend qu'elle a été créée avant la TVA, avant même la guerre multiverselle. Au début, elle était qu'une espèce d'intelligence artificielle pour jouer aux échecs, pour lui fournir un partenaire d'échecs. Et
il lui a donné la capacité de s'auto-programmer, de s'améliorer et de se programmer elle-même et d'avoir en fait son propre libre arbitre. Et alors la scène est un peu bizarre, un peu cringe, où du coup elle explique qu'en fait ce qu'elle veut c'est un vrai corps, qu'elle est amoureuse de lui, où elle va se mettre sur le visage du mannequin. Bon, cette scène, je sais pas. C'est vraiment ce côté. C'est un classique, hein, c'est vraiment un trope. Le côté, voilà, l'IA qui veut un véritable corps, machin. C'est du Pinocchio. C'est du Pinocchio, hein, tout simplement. Mais bon, est-ce que c'était obligé d'aller jusque-là? Je sais pas. Il va parvenir à l'enfermer dans le timepad. Et donc tout ça, ça se passe dans son laboratoire. À ce moment-là, ils ont atteint son laboratoire caché, qui d'ailleurs se trouve là où normalement dans les comics, Victor Timely s'installe aussi. C'est la ville qui va devenir justement la ville de Timely, et c'est de là que va partir tout son plan dans les comics. On a Ravonna qui débarque avec un espèce d'énorme truc qui en fait est un prototype des bâtons qui servent à pruner. Hein. On voit clairement que c'est le même système et on le voit d'ailleurs quand elle prune un mannequin qui va disparaître de la même manière. Et après tout le monde arrive, c'est le bordel. On a Mobius et Loki qui arrivent. Il se passe tout un truc. On a Sylvie qui est sur le point de tuer Timely, mais au final, elle l'entend parler de libre arbitre, parler de pouvoir faire ses propres choix. Et au final, c'est ce qu'elle-même a défendu tout le long. C'est effectivement ce truc de libre arbitre. Donc, elle décide de ne pas le tuer. Loki et Mobius repartent avec. Et on a Sylvie qui reste seule avec Ravonna et qui décide de l'envoyer à la fin des temps, où elle va voir du coup le cadavre de celui qui demeure. On a Miss Minute qui est avec Ravonna, et là qui lui dit qu'il a eu tort en gros de se mettre à dos quelqu'un qui connaît tous ses secrets, et qu'elle en connaît un sur Ravonna, un énorme secret, mais qui va la mettre très 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 en colère. Cet épisode, déjà j'ai vraiment eu du mal avec Victor Timely. Je trouve que Jonathan Majors surjoue. C'est un espèce de personnage de cartoon. Je sais pas. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Alors, j'espère que ça va aller en s'améliorant. Mais ça me fait un peu le même effet que sur la scène post-crédit de Quantum Mania, où il faisait Immortus et tout ça. Et où, pareil, je trouvais que c'était vraiment. C'était trop, quoi. C'était vraiment cartoon. Et là, comme ça, pendant tout l'épisode, ouais, j'ai vraiment. Il y a un côté hyper burlesque, mais on n'est pas dans WandaVision où on passe d'un style à l'autre de série ou quoi. Loki, il y a quand même un style normalement voilà, qui est stable dans les épisodes. Ça aurait été WandaVision où on passe d'un type de série à une autre. Ok, là je comprends, pas de souci. Là ici, ça faisait vraiment bizarre, ça faisait trop. Ouais, il y a vraiment un côté beaucoup trop cartoon, beaucoup trop. Là, c'est pas juste une époque. Là, ce qu'il fait, c'est imiter un style de cinéma d'une époque. Et du coup, pour moi, ça ne fonctionne pas dans cette série. C'est pas comme ça qu'il aurait fallu le faire. Donc déjà, ça me pose un gros problème, l'interprétation de Jonathan Majors. Un autre truc qui me pose problème, c'est l'idée qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que du coup, ce Victor Timely, c'est pas un variant. Parce que là, c'est précisé, on est sur la timeline sacrée. Donc ça n'est pas un variant. Et il y a deux choses qui me dérangent. D'une, alors je sais plus le nom, mais il y a un paradoxe connu, mais on en vient sur un paradoxe très connu, du voyage dans le temps. En gros, c'est le paradoxe de je ne peux pas aller tuer mon grand-père, parce que si je tue mon grand-père, je n'ai jamais existé. Et là, du coup, c'est lui qui se fait envoyer le carnet pour devenir ce qu'il doit devenir. Et encore une fois, pour moi, du coup, Victor Timely, c'est vraiment le passé de celui qui demeure. Parce que c'est pas un variant. On est sur la timeline sacrée. Ou alors, ça veut dire que celui qui demeure, lui, est un variant, pour le coup. C'est une possibilité. Mais aussi, ce qui me dérange, de la même manière que dans Quantum Mania, ça avait fait du mal à Kang, le fait de se faire battre par des fourmis géantes, là, le fait du coup d'avoir cette version qui en fait peut créer les machines et tout ça, parce qu'il a eu un carnet écrit par un autre, par Ouroboros dans ce cas, je trouve que ça ne met pas en valeur, pour le coup, le personnage. Il est juste tributaire, alors certainement qu'il est intelligent par lui-même et tout ça, mais je trouve que ça diminue à fond ses mérites dans ce qu'il réussit, parce qu'il a eu ce carnet. Alors après voilà, on sait que même Mobius et Loki avaient du mal à comprendre le carnet, ça doit pas être un truc hyper simple, surtout à cette époque ou machin, mais quand même. Alors après, ça nous montre effectivement que Ouroboros a une grosse importance, parce que ça veut dire que c'est son carnet à lui, mais du coup, Ouroboros il est là parce que celui qui demeure a créé la TVA. Donc il faut d'abord que la TVA soit créée
Enfin, ça pose des trucs que je trouve un peu... c'est un coup à se fendre le cerveau. Alors ce que j'aime d'un côté, mais j'ai vraiment peur qu'au final ça fasse pas sens. Et que ça parte un peu dans toutes les directions. Et ça, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu aussi pour le coup. Du coup, ouais, je suis assez partagé. Alors après, voilà, hein, le Kimobius, ça marche toujours très bien. Je suis content qu'on voit plus de, qu'on voit Ravonna, du coup, qu'on la retrouve. On sent qu'il y a des choses qui vont se passer avec elle. La question que je me pose, c'est est-ce que Ravonna n'est pas tout simplement un variant de Kang? Est-ce que c'est pas ça qu'elle va apprendre? Soit ça, et que ça puisse être un miroir, une relation à la Sylvie Loki, qui en même temps, il y a une relation, voilà, alors que pourtant c'est la même personne. Est-ce que c'est pas la même chose entre Kang et Ravonna, du coup? Est-ce qu'en fait, ils seraient pas tous les deux variants? Enfin, pour le coup, c'est pas un variant, celui qui demeure, enfin Victor Timely. C'est la timeline principale. Et vraiment, ça me pose question, quoi. Le fait qu'il soit la timeline principale, ça veut dire que c'est lui, normalement, le principal. Donc, pour moi, c'est vraiment lui le passé de celui qui demeure, à moins qu'il soit un variant, pour le coup. J'espère que c'est des questions sur lesquelles on aura des réponses. Après, n'hésite pas à me dire en commentaire hein, si je loupe quelque chose ou si. Voilà. Mais après, voilà, non, il y a des choses que j'adorais dans l'épisode. Hein. Le côté. Effectivement, voilà, en apprendre plus. Enfin, déjà, j'adore tout le travail qui est fait sur le côté historique. Ça, vraiment, ça me plaît beaucoup. Le fait de revoir Ravonna. Le fait bah, voilà, de découvrir un peu plus ce qui se passe. Mais. Ah, vraiment, Jonathan Majors, pour le coup. Pour moi, c'est le point faible de l'épisode. Et rien à voir avec ces histoires en dehors. Hein. Rien à voir. C'est vraiment que. Il est en roue libre. Là, en termes de direction d'acteur, est-ce que c'est parce qu'il a une importance dans l'arc général, ils ont moins osé le freiner? Je sais pas, mais je trouve que pour le coup, c'est gênant. C'est gênant en fait pour la cohésion de tout ça, pour le ton. Il en fait trop. Justement, c'est pas un humour qui marche comme ça marchait jusque-là. Après, encore une fois, j'espère que ça va évoluer. Mais ouais, franchement, c'est le premier épisode où je me dis, mhm, d'accord. Mais non, mais voilà, je suis content de voir comment, enfin, je suis impatient de voir comment ça va se passer du côté de Ravonna, du coup. Quel est ce secret? Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une variante? Est-ce que, en fait, Miss Minute, c'est pas une partie de la conscience de Ravonna que celui qui demeure a transformé en intelligence artificielle, a copié? Est-ce que elle va apprendre qu'en fait ils ont été ensemble pendant très longtemps, qu'ils avaient commencé à régner ensemble sur la Tivier, mais qu'en fait à un moment il lui a effacé la mémoire et qu'il l'a remise dans la Tivier en tant que juge? C'est des possibilités. Mais en tout cas voilà, je suis toujours aussi hypé par la série, je suis toujours impatient de voir la suite, mais j'avoue que cet épisode-là, pour le coup, moi, j'étais un peu moins séduit. Vraiment un peu moins séduit quand même. Mais voilà, en tout cas, je suis curieux d'avoir vous votre avis. Et comme je vous disais, évidemment, on se retrouve mercredi prochain pour la review live, où là, on entrera vraiment dans tous les détails. N'hésitez pas à me dire, vous, du coup, est-ce que ça vous a plu? Comment vous le classez par rapport aux deux autres épisodes? Si vous voulez mettre une note à cet épisode-là, voir un peu où est-ce que vous le placez. Est-ce que ça vous a dérangé, le jeu de Jonathan Majors, ou alors c'est peut-être que moi, c'est possible aussi. Mais voilà, en tout cas, curieux d'avoir votre avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.